Bonjour chers amis abonnés, bonjour à toutes et à tous et désolé pour cette longue attente par rapport à cette vidéo d'aujourd'hui que j'ai déjà fait depuis longtemps, mais je suis de retour et on reprend les activités. Donc nous continuons notre étude sur la notion de l'état de nature selon cette fois-ci Jean-Jacques Rousseau qui nous envoie dans la plus profondeur des origines de l'être humain et qui contredit ses prédécesseurs qui ont parlé déjà de cette notion d'état de nature qui sont Hobbes et Locke. Pourquoi Rousseau contredit-il ses prédécesseurs? Mais surtout, comment est-ce qu'il conçoit le passage de l'homme d'état de nature à l'état social? A tout de suite pour le savoir. Alors pour commencer, il faut savoir que Rousseau est un philosophe genevois francophone qui est né en juin 1712 à Genève et qui est décédé en juillet 1778 à Herménoville. Rousseau expose donc ses idées sur la notion d'état de nature dans son célèbre ouvrage intitulé « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ». Il faut ajouter que c'était en réponse d'un sujet de concours de l'université de Dijon qui était la suivante. Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi de la nature? Bien avant d'exposer ses idées sur cette notion, Rousseau va tout de suite commencer avec des critiques violentes et sans pitié sur les idées de ses prédécesseurs. Nous allons quand même énumérer quelques-unes de ces critiques, même si c'est un peu long. Permettez-moi de vous les lire quand même. Je cite. Les philosophes qui ont examiné les fondements de la société ont tous senti la nécessité de remonter jusqu'à l'état de nature, mais aucun d'eux n'y est arrivé. Les uns n'ont point balancé à supposer à l'homme, dans cet état, la notion du juste et de l'injuste, sans se soucier de montrer qu'il dut avoir cette notion, ni même qu'elle lui fût utile. D'autres ont parlé du droit naturel que chacun a de conserver ce qui lui appartient, sans expliquer ce qu'il entendait par appartenir. D'autres, donnant d'abord au plus fort l'autorité du plus faible, ont aussitôt fait naître le gouvernement, sans songer au temps qui dut s'écouler avant que le sens des mots d'autorité et de gouvernement pût exister parmi les hommes. Voici donc quelques extraits de ces critiques violentes qu'il adresse à ses prédécesseurs. Pour ceux qui auront le temps de lire le livre, vous allez découvrir beaucoup plus que cela. Alors, nous allons passer maintenant au vif du sujet. L'auteur commence donc en s'adressant à ses lecteurs, en disant ceci, je cite, « Ô homme, de quelque contrée que tu sois, quelles que soient tes opinions, écoute, voici ton histoire, telle que j'ai cru la lire, non pas dans les livres de tes semblables, qui sont des menteurs, mais dans la nature, qui ne ment jamais. » Voici encore une autre manière de dire que ses prédécesseurs ont menti. Il ne cache pas les mots, il est dit clairement dans ses discours. Rousseau conçoit deux sortes d'inégalités, l'inégalité morale ou politique et l'inégalité naturelle ou physique. Il différencie donc ces deux sortes d'inégalités comme suite. Par rapport à la première, donc l'inégalité naturelle ou physique, car elle est établie par la nature. Elle consiste à faire la différence entre des âges, de santé, des forces du corps, des qualités de l'esprit ou de l'âme. Et en ce qui concerne la seconde inégalité, donc l'inégalité morale ou politique, il dit car elle est le fruit d'une sorte de convention. Elle est donc autorisée par le consentement des hommes. Jusqu'ici, nous sommes encore dans la première partie de son ouvrage en question. Alors, c'est dans la deuxième partie que l'auteur parle proprement de la notion de l'état de nature. Et puisqu'il soutient que ses prédécesseurs n'ont pas creusé en profondeur cette notion d'état de nature, il est donc concevable que Rousseau s'est attardé sur l'explication du progrès de l'humain jusqu'à l'arrivée de la société civile. Alors Rousseau imagine l'homme dans un état sauvage où il n'était pas différent des animaux. Le sentiment de l'homme est celui de son existence et son premier soin est celui de sa conservation. Il va même jusqu'à dire qu'entre l'homme et la femme, au tout début, il n'existait pas d'amour. Il n'y avait pas de sentiment, les deux se croisaient, ils faisaient ce qu'il y avait à faire et après, ils s'oubliaient complètement. Et que les hommes se sont adaptés aux autres dangers des autres animaux qui les entouraient et ils utilisaient donc leur force et leur malice afin de se protéger contre ces animaux-là et aussi contre les dangers de la nature. Et c'est donc ces hommes forts et puissants au fil du temps qui ont eu le privilège d'avoir le premier logement. Et pour Rousseau, les plus forts ne cherchaient guère à prendre aux plus faibles leur logement, car selon lui, rien n'est plus timide que l'homme dans l'état de nature et qu'il est toujours tremblant
est prêt à fuir à moindre bruit qui le frappe, au moindre mouvement qu'il aperçoit. Et là, on s'aperçoit qu'il contredit automatiquement Thomas Hobbes qui disait que l'homme est naturellement intrépide, c'est-à-dire qui n'a peur de rien et qui est prêt à combattre et à attaquer. Parlons à présent du premier pas de l'homme vers l'illégalité selon Rousseau. Toujours dans la seconde partie de ce livre, il dit, je cite, « Les hommes se sont habitués à s'assembler. Et là, ils dansaient et chantaient. Au fil du temps, l'estime publique eut un prix, car chacun cherchait à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même. » Puisque les hommes ont commencé à s'assembler et à danser et à chanter, les regards donc se sont tournés vers les plus doués. Et donc ceux qui dansaient mieux, qui chantaient mieux, les plus forts, les plus beaux étaient les plus appréciés. Et c'est là, selon Rousseau, d'où vient l'inégalité. Alors selon l'auteur, de cette manière d'apprécier les uns au détriment des autres, provient donc deux catégories de sentiments, la vanité et le mépris, la honte et l'envie. Il y a un autre aspect que l'auteur développe plus, c'est l'aspect des pauvres et des riches. Pour lui, se sont vus riches la lignée et les héritiers de ceux-là qui travaillaient depuis des années et des années, donc des plus forts. Et se sont vus pauvres la lignée et les héritiers de ceux-là qui ne foutaient rien dans le passé. Et donc, ils se sont vus pauvres sans rien perdre. Et ils étaient donc obligés de servir les plus riches afin d'avoir des terrains où cultiver. C'est donc ainsi que les riches passent pour usurpateurs et les pauvres pour des brigands. Et selon l'auteur, il a existé un conflit perpétuel entre le droit du plus fort et le droit du premier occupant. Un conflit qui se terminait par des meurtres. Au départ, selon l'auteur, les riches, au lieu de s'associer, chacun a eu peur de son côté de la jalousie que pourrait avoir l'autre riche à son égard. Alors, chaque riche s'est entouré d'une armée et les armées se battaient entre elles. Au fil du temps qu'ils vont comprendre, et riches et pauvres, que ces guerres perpétuelles entre différentes armées n'arrangeaient personne. Et donc, ils vont énumérer des lois auxquelles ils vont être soumis, et riches et pauvres. Voici donc l'origine de l'état civil selon Jean-Jacques Rousseau. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été présent à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à laisser vos impressions comme d'habitude dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé et à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller regarder nos précédentes vidéos sur notre chaîne et à vous abonner. Merci beaucoup et à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.